Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Audiovisuel et communication. Collection dirigée par Bernard Lecomte et Erika Thomas. Champ visuel et le CIRCAV Jéricho, Université de Lille 3, s'associe pour présenter la collection audiovisuelle et communication, avec. La nomination de cette collection a été retenue afin que ce lieu d'écriture offre un espace de liberté le plus large possible à de jeunes chercheurs ou à des chercheurs confirmés, s'interrogeant sur le contenu du syntagme figé de communication audiovisuelle, concept ambigu s'il en est car si l'audiovisuel, et il faut entendre ici ce mot en son sens le plus étendu, celui de Christian Mess, qui inclut en son champ des langages qui ne sont ni audio comme la peinture, la photographie, le photoroman ou la bande dessinée, ni visuel comme la radio, et on le sait, monodirectionnel contrairement à ce que tente de nous faire croire ce que l'on peut nommer l'idéologie interactive. La communication implique obligatoirement un aspect multipolaire. Dernière parution. Erika Thomas, art vidéo et fiction du quotidien. Sur les traces de Bob Santiano, oublié Zanzibar, disparition 2015. Suzanne Bray et Gérald Préher dire « Un soupçon de crime ». Représentation et médiatisation de la violence, 2014. Erika Thomas, Indien du Brésil, in Visibilité médiatique, 2012. Frédéric Pugnieresavedra, Le phénomène des chiens à la télévision, 2011. Jean-Max Mejean, Almodovar, Les femmes et les chansons, 2011. Jean Ungaro, Le corps de cinéma, Le super-héros américain, 2010. Erika Thomas, Art Action, Polar urbain, Didier Barros, L'étranger, Des livres et des cendres, 2010. Erika Thomas, Le cinéma brésilien du Cinéma Novo à la Retomada, 1955 à 1999, 2009. Erika Thomas, Ken Loach, Cinéma et Société 2008. Philippe Gauthier, Le montage alterné avant Griffith, 2008. Remerciements. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à Erika Thomas pour la confiance qu'elle m'a témoignée. Je tiens à remercier Claire Buisson pour avoir accepté d'encadrer les premières fondations de ma recherche. Cette ébauche de mon travail s'est affinée avec l'aide bienveillante d'Alyosha Waldlazowski, qui m'a soutenu dans mes choix et directions, dans mes doutes et interrogations. Enfin, pour son aide lumineuse, pour sa lecture attentive, exigeante et minutieuse, ainsi que sa curiosité intellectuelle qui a stimulé de nombreux échanges singuliers et riches tout au long de ce parcours, je remercie Jedediah Sklauer. Marion Sage pour son aide dans mes recherches documentaires de première année. À mes amis de longue date, Cécilia Biss, Margot Proust et Zélie Blaison pour leurs nombreux encouragements. Je remercie mon amie Léa Juquois dont l'esprit est aussi espiègle que curieux, pour ses relectures nocturnes, sa patience et son écoute attentive lors des prémices de mes nombreuses idées lumineuses comme obscures. Je remercie Susanna Le Boisselier, Pierrette Talent, Jennifer Casatsu et Réjeanne Marteau pour leurs investissements et leurs corrections bienveillantes. Je remercie également Abder Nabati pour la mise à disposition de matériel, de logiciels et de locaux pour pratiquer mes tests et interviews. Je remercie la compagnie Adrien M. Clairbet pour leur interview. Marc Le Piouf pour m'avoir fait confiance dans la mise en place et la réalisation d'ateliers artistiques en prison. Enfin, je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont soutenu dans la recherche et la réalisation de ce travail. Élodie, Bertie, Manon, Myriam, Mélanie, Claire, Fatima, Laurine, Clélia, Karima, Zabou, Lilian, David, ma famille. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et je serais malhonnête avec mon lecteur si je ne lui disais pas, ô combien j'ai encore de doutes sur ce bel objet qu'est la danse impactée par ce courant que l'on nomme la numérimorphose, et combien il est difficile d'apprivoiser, de récolter, de mesurer et d'interpréter un objet naissant. Alors pour cette raison, je vous prie de bien vouloir mesurer avec moi toute la dimension fragile de cet objet équilibriste qui teste son centre de gravité au fur et à mesure de ses découvertes. Bienvenue dans la danse. Ce que je sais du monde, je le sais par mon corps. Il m'informe de l'espace, de ses qualités immédiates. Dans la nuit de ses muscles et de ses nerfs, une comète annonce la naissance d'un geste plus promptement que les mots dont la source en moi s'est tarie. En dehors de la langue, je ne sais quoi m'attire, me touche. Avec des phrases de guingois je tenterai de le dire,
mais quelle maladresse, alors que mon corps sait si parfaitement. Il apprend vite. Il a l'intelligence du miracle, et je reste ébahi de ses illuminations lorsqu'il suit les figures et les exécute en secret à la frontière du rêve. C'est à travers cette mémoire silencieuse que j'apprécie la justesse d'un bon, minute de vérité en moi toute nue. Pierre Lartigue, L'art de la pointe. Mes talons se cambraient, mes orteils écoutaient pour te comprendre, le danseur ne porte-t-il pas son oreille dans ses orteils? Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Un livre pour tous et pour personne. Traduction Henri Albert. Introduction. L'objet de cette recherche naît d'une rêverie, de l'assemblage d'une image, d'un son et d'une prose. S'il n'y avait qu'une seule image à retenir, une image lumineuse et cinétique, ce serait celle de Loie Fuller. Figure de transdisciplinarité, sa danse colorée et serpentine est souvent confondue avec la performance de la danseuse Annabel Whitford Moore. Imitant le style Fuller et capturée par Edison en 1896, Annabel Serpentine Dance est considérée comme le premier film colorié de l'histoire du cinéma. Pour le son, il s'agirait du son propre, vierge de toute écoute étrangère, le son intérieur que seul le moi entend. Paul Valéry y fait référence dans sa Philosophie de la danse, dont voici un extrait. Considérez aussi un virtuose au travail, un violoniste, un pianiste. Ne regardez que les mains de celui-ci. Bouchez-vous les oreilles, si vous l'osez. Mais ne voyez que ses mains. Voyez-les agir et courir sur l'étroite scène que leur offre le clavier. Ces mains ne sont-elles pas des danseuses qui, elles aussi, ont dû être soumises pendant des années à une discipline sévère, à des exercices sans fin? Je vous rappelle que vous n'entendez rien. Vous ne faites que voir ces mains qui vont et viennent, se fixent en un point, se croisent, jouent parfois à saute-mouton. Tantôt l'une s'attarde, tandis que l'autre semble chercher les pas de ses 5 doigts à l'autre bout de la carrière d'ivoire et d'ébène. Vous soupçonnez que tout ceci obéit à certaines lois, que tout ce ballet est réglé, déterminé. Paul Valéry nous suggère de voir et d'entendre le geste comme un geste musical, un geste dansé. De voir le rythme au lieu de l'entendre purement et simplement. Il nous propose une seconde écoute possible du geste. Trêve de pirouettes et autres valses verbales, c'est une prose qui résume le tout. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Le poème pour Valéry est action. Parce qu'un poème n'existe qu'au moment de sa diction, il est alors en acte. Cet acte, comme la danse, n'a pour fin que de créer un état, cet acte se donne ses lois propres. Il crée lui aussi un temps et une mesure du temps qui lui conviennent et lui sont essentiels, on ne peut le distinguer de sa forme de durée. Commencer de dire des vers, c'est entrer dans une danse verbale. Cette rêverie où son, image et mouvement se répondent est désormais possible, outre dans l'imagination du rêveur ou dans le délire de l'agité, mais bel et bien dans le rapport qu'entretiennent l'art numérique et le spectacle vivant. Il n'est désormais plus surprenant de voir réunis sur une même scène, de la danse, de la musique, de la poésie sonore, de la magie, du théâtre, entremêlés par le biais des nouvelles technologies, pour voir naître une forme hybride du spectacle vivant sous la forme de vidéoprojection, d'hologrammes ou dans la présence de capteurs sensoriels placés sur le corps des danseurs. Mais que se passe-t-il? Où sont les fervents détracteurs de l'art, qui fusillaient l'idée chère à Wagner sur la réconciliation des arts sur une même scène, le fameux Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale? La danse, la musique et la poésie, les trois sœurs comme Wagner avait plaisir à les nommer, partagent aujourd'hui la scène du spectacle vivant. Une sorte de constellation de planètes artistiques, qui tournerait autour d'un astre nommé numérique. L'apparition des nouvelles technologies numériques dans l'art n'est pas nouvelle, bien au contraire. L'art numérique, l'art du pixel est âgé d'une 40aine d'années. Quant à l'apparition des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans les différents domaines artistiques, les historiens en débattent encore. En effet, les théoriciens de l'art, Edmond Couchot et Norbert Hiller parlent d'un climat technophobe à l'égard de l'art numérique en France, qui n'est pas sans rappeler la querelle traditionnelle entre les anciens et les modernes. L'art numérique, et c'est indiscutable, existe depuis les années 60 si nous évoquons l'art dit à l'ordinateur, plus connu sous son terme anglo-saxon computer art, et si nous évoquons la dimension technologique au sein de la sphère artistique. Car les expérimentations de scientifiques en laboratoire, telles qu'à travers la cybernétique ou la robotique, existaient bien avant.
La sphère artistique s'est progressivement intéressée à ces savants, voyant venir des projets fructueux développant une proposition au moment où l'art s'essoufflait pour les anciens à devenir de l'art conceptuel, de l'art des idées et perdant toute caractéristique canonique de la représentation de l'art. Avec ce retour au développement de la techné, certes scientifique, le numérique par le biais de technologies fut une trouvaille qui à mon sens perturba de nombreux artistes qui furent à l'initiative de ce rejet en masse, bien plus désireux d'inventer des concepts à partir des objets de la vie quotidienne que de se plonger dans les manuels d'informatique et autres formes d'apprentissage scientifique. Mais revenons dans la danse un instant. Si ma mémoire ne pouvait retenir qu'une seule autre image pour illustrer ce propos, ce serait l'œuvre du peintre Raoul Dufy, La Fée Électricité, réalisée en 1937. 250 panneaux de contreplaqué peints à l'huile, juxtaposés les uns aux autres, aux tonalités colorées, exprimant comme son titre l'indique, le grand pouvoir des nouvelles technologies et inventions du siècle dernier, notamment l'électricité. Cette œuvre représente l'alliance parfaite de l'art et des techniques, de ce progrès des technologies et de leurs conséquences se voulant positives pour le bien-être quotidien des hommes. Cette commande par la compagnie parisienne d'électricité ne nous évoque pas au premier abord une technologie des plus remarquables tant sa présence aujourd'hui est devenue quasi transparente, masquée par d'autres technologies aux allures de gadgets. Cependant rien n'aurait été possible sans l'idée lumineuse vieille de plusieurs siècles, nommée électricité. Celle qui remua par sa lumière profane le grain à moudre dans de nombreux moulins religieux, naquit dans son idée brillante des Thalès et prit une forme esthétique dans les prairies françaises au début du XXe siècle. Enfin, elle s'illustra en 1880 sous sa forme la plus honteuse lors de la première exécution par électrocution. Mais revenons à travers cette œuvre monumentale, celle qui plonge son spectateur dans un tableau de 180 degrés, où de suite nous sommes interpellés par cette luminosité chatoyante, comme si ces panneaux de bois étaient éclairés par l'arrière. Or seule une source lumineuse placée au sol à l'aide d'un rail circulant dans toute la pièce éclaire l'œuvre. Un véritable pari technique qui donne l'impression au spectateur de baigner dans des interfaces d'écran numériques, et non d'être en présence d'une toile peinte. Cependant, fermons cette parenthèse un instant pour revenir à l'origine de l'apparition ou plutôt de la considération des technologies dans le domaine de l'art, non plus en tant que sujet pictural mais en tant que médium. C'est autour des années 1930, avec au départ le Black Mountain College, puis vers 1960 avec le groupe Fluxus, d'un côté une université audacieusement libre, de l'autre un groupe aux allures de Bauhaus par son envie de synthétiser l'art, mais où les deux se rejoignent, c'est sur cette volonté commune de désacraliser l'art. Le mot d'ordre est « l'art c'est la vie ». L'art consiste dès lors à être basé sur l'expérience, et non plus sur la représentation. L'art doit ressembler plus à un laboratoire qu'à un musée. Il doit tester en permanence, observer et analyser ses conséquences sur la vie, sur l'homme, sur l'humain. Ainsi le happening et la performance feront leurs entrées sur la scène artistique. Ces formes nouvelles d'expression engendreront l'idée de hasard mais aussi d'échec, jusqu'alors bannie des pratiques artistiques. L'art numérique, quant à lui, a longtemps été dissimulé dans l'ombre, condamné à séjourner dans des interfaces. Il est aujourd'hui sur tous les écrans mais sa reconnaissance par les institutions, qu'elles soient muséales ou autres, se fait attendre. Comme si le débat science et art n'était pas terminé, ou comme si la matière impalpable du numérique posait définitivement problème. Néanmoins l'état des lieux de l'art est ainsi. Le numérique est présent voire omniprésent par sa technicité car il est avant toute chose un support, un médium. Mais à l'inverse d'un simple chevalet, il est un instrument malléable au service de l'imagination, au service des autres arts. Cependant, lorsque l'on pense au numérique, il nous vient à l'esprit la technique, l'outil permettant de capturer ou de conserver une œuvre. C'est ce que je nommerai dans cette recherche la danse numérisée, capturée par ce deuxième œil, celui de l'objectif de l'appareil numérique, une danse saisie dans l'instant, sans aucune interprétation possible, retranscrivant le fidèle et imprimant le réel dans l'extension numérique de notre mémoire neurologique, autrement dit le disque dur externe, la clé USB ou la carte SD. C'est dans un second temps que nous pensons à l'art numérique, en tant que forme d'art reposant totalement ou partiellement sur la technologie numérique. Aujourd'hui en plein essor, l'art numérique introduit de profonds bouleversements dans les modes de représentation, de production, de communication,
de diffusion et de conservation des œuvres d'art et notamment dans le domaine de la danse. Pendant longtemps, la danse est restée un art de l'éphémère, au sens où nous possédions comme traces des témoignages, des partitions, des lectures, des récits, des croquis, des peintures, des photographies argentiques puis numériques. Celles-ci ne pouvaient rendre alors qu'une partie de la danse. Une danse imagée parfois interprétée et fragile, le souvenir du témoignage d'un spectateur perturbé par son affect. Ou encore une danse écrite noir sur blanc, celle d'une notation scientifique comme celle de Rudolf Laban. Ou encore une danse dessinée par le coup de pinceau de l'artiste, tel Edgar Degas qui en a fait son sujet pictural principal, ou enfin une danse capturée par l'objectif posté, tentant de saisir le juste mouvement qui finira figé sur la pellicule photographique. Grâce à la captation vidéo, la danse finit par être capturée, diffusée, conservée et archivée. La captation vidéo permet de voir et de revoir un spectacle, une performance, dans son intégralité. En somme, la danse est devenue intemporelle car reproductible par la numérisation. Elle peut ainsi traverser les siècles et s'inscrire au sein de l'histoire de la danse comme trace visuelle à part entière. J'essaierai donc de comprendre comment l'apparition de certaines technologies numériques a eu une double fonction. Celle de protéger les œuvres et d'enrichir un patrimoine, celui de l'histoire de la danse, mais aussi de participer à une nouvelle étape de cette même histoire et de créer un nouveau courant que l'on pourrait nommer danse numérique, tant elle se sert de ces outils contemporains pour bouleverser notre regard sur les œuvres. J'essaierai aussi de montrer que les canons de la danse dite académique évoluent lors de rencontres et d'échanges interactifs avec l'aide des outils numériques. Nous observerons des danseurs de chair se dédoubler ou se métamorphoser en avatars pixelisés, à l'aide de capteurs sensoriels ou encore différentes interactions de corps-machine noyées dans des interfaces numériques ou des vidéoprojections. Nous tenterons également de comprendre les effets de ces nouvelles technologies sur le fonctionnement de l'œuvre. Ne risque-t-elle pas de nuire parfois au bon fonctionnement de l'œuvre, doter une certaine aura ou une certaine émotion à la danse et à ces arts qui se basent sur l'immédiateté, la spontanéité ou encore le hasard? Ce rapport si spécial et si précieux qu'entretiennent le danseur et son public, ne disparaîtra-t-il pas avec la venue de certaines technologies? Lorsqu'un avatar pixelisé remplace le danseur de chair, scéniquement, s'agit-il d'une tabula rasa dans l'histoire de la danse, entre le danseur et le spectateur? Ou est-ce une mutation propre à la danse qui se nourrit de l'évolution de sa société? Ou encore un simple effet de mode? Quand les décors et le métier de décorateur scénique évoluent au profit des nouveaux outils comme les images vidéo projetées, ou quand le spectateur devient lui-même acteur et déclencheur de l'œuvre, ne perd-il pas sa place de spectateur observateur et contemplatif de l'œuvre? Ce même spectateur n'est-il pas perdu dans ce flot de jeux, de couleurs, de mouvements, de corps, de sons, de voix, de musique qui virevoltent devant lui parfois même en 3D? Enfin, notre perception de l'œuvre numérique ressemble intimement à celle du synesthète qui voit se confondre couleurs et sons, sensations et goûts. Ne sommes-nous pas dans une quasi-synesthésie ou une synesthésie volontaire, voire forcée, dans notre réception de l'œuvre numérique? Cette synesthésie n'a-t-elle pas pour but de surprendre le regard habitué du spectateur et de modifier l'habitus de celui-ci, afin de faire disparaître la vision hégémonique de certaines disciplines artistiques et de tordre la notion de capital dont parlait Bourdieu? Pourquoi les artistes ressentent-ils le besoin de réunir plusieurs arts sur une même scène? Souhaitent-ils abolir une forme de hiérarchisation des pratiques artistiques, de faire disparaître les frontières? On parle de plus en plus de spectacles ou de performances pluridisciplinaires ou kaléidoscopiques, convoquant tour à tour les différents arts comme le théâtre, la danse, le cirque, la musique, le mime. De nouvelles catégories de public apparaissent libérées des codes académiques de chaque discipline. Ainsi les spectateurs de théâtre se confondent avec leurs voisins du cirque ou de la danse. On notera ici une citation du philosophe Jacques Rancière qui constate que ces histoires de frontières à traverser et de distribution des rôles à brouiller rencontrent en effet l'actualité de l'art contemporain où toutes les compétences artistiques spécifiques tendent à sortir de leur domaine propre et à échanger leur pouvoir. Nous avons aujourd'hui du théâtre sans parole et de la danse parlée, des installations et des performances en guise d'œuvres plastiques, des projections vidéo transformées en cycles de fresques, de photographies traitées en tableaux vivants ou peintures d'histoire, de la sculpture métamorphosée en show multimédia et autres combinaisons.
Hybridation, métissage, frontière, mélange des genres, autant de termes qui renvoient au croisement des arts, à leur rencontre et interaction, aux échanges, dialogues et connexions, enfin aux emprunts et citations, toujours dans une volonté de renouveler les pratiques, d'étendre l'art, d'écouter l'autre respirer, d'élargir les horizons, de trouver de nouvelles sources de créativité. C'est sur l'étanchéité de cette scène artistique que nous terminerons notre échographie du corps dansé face à ces nouvelles prothèses numériques. Première partie, la danse numérisée. Chapitre 1. 1. Les techniques de capture d'un ART éphémère, la danse. La danse est un art incontrôlable, qui n'appartient à aucun lieu, qui n'a pas de temporalité précise. La danse se déplace, d'intérieur en extérieur, du toit d'une barre d'immeuble à un sous-bois, d'une piscine à une rame de métro. La danse ne demande pas de contraintes, pas de pinceau ni de matières extérieures. Le corps est la matière. Le mouvement est le pinceau qui dirige le corps et dessine dans l'espace des formes, des volumes, des pleins, des vides. La danse ne demande pas nécessairement de support musical, car le corps est musique, habité par le rythme de sa respiration. La danse des membres, c'est l'histoire d'un moment sensible et éphémère comme la trace d'un pas sur le sable, balayé en une fraction de seconde par la vague. Ce moment trop court provoque à chacun la nécessité d'utiliser un support pour capturer, puis conserver la sensation éprouvée. Une sorte de mémoire supplémentaire créée par de savants gourmands pour ne pas rater une miette de cette action, qui libre de ses déplacements et mouvements ne dure que quelques instants. 1.1 La performance, le happening. Les performances et les happenings, venus tout droit des arts plastiques, n'ont cessé d'influencer la danse et la représentation scénique jusque-là établie. La performance est une forme d'art qui s'est développée dans les années 70 aux États-Unis et en Europe dans le domaine des arts plastiques. Le verbe anglais to perform signifie réaliser, accomplir dans le sens de mener une action. Cette action n'a pas de durée précise ni de lieu et peut être réalisée par une ou plusieurs personnes, ensemble ou séparément. L'artiste crée un scénario autour de son corps, il choisit un espace et une temporalité. Il invente un nouveau langage plastique et gestuel, nécessitant parfois l'utilisation d'objets ou de directives précises ou encore de contraintes de gestes, de temps, d'action, de membres moteurs. C'est ici que naît la différence entre la performance et le happening. Chez ce dernier, le spectateur joue un rôle, il est une des étapes du processus de création de l'œuvre. Au lieu de consommer un produit fini, manufacturé, le spectateur contemplatif jusque-là devient spectateur de l'œuvre, acteur de la composition. En 1951, un film de Hans Namuth montre Jackson Pollock en pleine action painting. Son corps tourne autour de la surface à peindre, il se déplace, effectuant une danse au rythme des jets de peinture, éclaboussures et étirements, vacillant entre l'équilibre juste de la matière picturale et le déséquilibre entraîné par le poids du corps et le poids des pots de peinture. Au sol, je suis plus à l'aise. Je me sens plus proche du tableau, j'en fais davantage partie, car de cette façon je peux marcher tout autour, travailler à partir des quatre côtés et être littéralement dans le tableau. Dans ce travail novateur pour l'époque, l'acte de peindre, le processus, l'expérience kinesthésique du mouvement prime sur le résultat final. L'œuvre picturale de Pollock, composée essentiellement de grands formats, renforce la sensation d'être happé par la dimension de la toile, d'être non plus dans un point de vue extérieur, mais bel et bien dans l'œuvre. Telle était l'expérience vécue par le Chevalet. Mark Rothko utilisait également de grands formats, et donnait pour explication. Peindre de petites toiles signifie se placer en dehors de sa propre expérience. Peindre des toiles de grande dimension, c'est s'y trouver dedans. La sensation de mouvement et le geste de l'artiste priment alors sur les règles canoniques d'esthétisme de l'époque. Les partisans du happening, influencés par l'action painting de Pollock, remplacent l'espace traditionnel de la toile par l'assemblage d'objets hétéroclites et de matières abandonnées. L'espace de représentation de la performance, appelé environnement, est lui aussi en mutation. Les performeurs abattent les cloisons pour se retrouver dans des lieux inhabituels publics ou privés. Usines désaffectées, grues, barres d'immeubles, métros, supermarchés, magasins, musées, gares. Le scénario de l'artiste est alors plus libre, incluant directement le public, qui par son intervention devient partie intégrante, voire déclencheur de l'œuvre.
Dans son ouvrage Dance That Describes Themselves, The Improvised Choreography of Richard Boole, la chorégraphe Suzanne Foster note que l'improvisation en danse aux États-Unis, nourrie des happenings et performances, ressemble à l'improvisation dans la musique jazz, dans les partitions polyrythmiques, unisson, canon. Avec cette même volonté de communion du geste dansé, chanté. Un jeu de questions-réponses comparable aux battles de danse hip-hop. La chercheuse Céline Roux, spécialiste des pratiques performatives, propose quant à elle une distinction entre le happening et la performance. La définition de ces termes est sujette à une subjectivité certaine due au parcours de chacun. Cependant, le happening tend à être une forme événementielle non spectaculaire, contrairement à la performance associée à la forme spectaculaire. À l'origine de la danse moderne américaine, Isadora Duncan, Martha Graham, Merce Cunningham et plusieurs autres chorégraphes recherchent un corps libéré de ses contraintes, où les mouvements sont involontaires, spontanés et inscrits dans l'instant. Merce Cunningham sera une des figures de la rupture, constituée par le passage de la danse moderne à la danse contemporaine, désireux d'insuffler un nouvel esprit, une nouvelle forme de danse, plus organique comme la matière que dépose le peintre sur sa toile, plus hasardeuse, moins maîtrisée, plus spontanée comme le geste poloquin. Merce Cunningham disait « Regarde la peinture de Jasper Johns et Robert Rauschenberg. Ils utilisent la toile comme j'utilise la scène. Ils prônent une nouvelle forme de danse qui se veut intuitive, émotionnelle et plus intérieure. La notion de performance dans l'élaboration de leur solo s'articule autour de l'expérience de l'intériorité du corps, dans l'exploration du mouvement, de son énergie et de son inscription dans l'espace. L'improvisation devient une étape clé avant le passage à l'écriture chorégraphique. Je rêvais de découvrir un mouvement initial d'où serait née toute une série d'autres mouvements, sans que ma volonté eût à intervenir, qui ne fût-ce que la réaction inconsciente du mouvement initial. Mais comment distinguer l'improvisation de la performance ? J'aimais l'idée que l'improvisation serait une des étapes fondamentales pour arriver à la performance. L'improvisation serait un temps de recherche sur le corps, un temps d'exploration du mouvement, de l'espace, du temps, du poids pour problématiser une ou plusieurs idées. Et la performance serait cette même idée concrétisée, finalisée, mise en action dans un lieu précis avec un temps donné, avec une étude de la scénographie où le danseur serait à la recherche non pas d'une exploration comme dans l'improvisation mais d'un dépassement de soi. Lorsque le danseur improvise, il régit ses propres contraintes en choisissant de mettre ou non un support musical, de respecter ou non la musicalité d'un rythme binaire ou ternaire et peut ainsi explorer une partie infime de l'espace dansé. Celui tout d'abord de sa propre kinésphère, ou encore l'étude d'un périmètre précis dans l'espace grâce à un marquage au sol. Il peut également jouer sur les lignes architecturales, horizontales ou verticales. Enfin, en prenant appui sur un volume ou un objet, un mur par exemple. Il peut aussi jouer sur un ou plusieurs niveaux, sol, intermédiaire ou debout, sur des énergies différentes, mettre des accents sur des temps impairs par exemple. Il est aussi courant d'utiliser un élément moteur comme champ directionnel, de sorte que le danseur soit contraint de débuter son mouvement par une partie du corps définie au préalable. Pour exemple, prenons le coude comme élément moteur du mouvement, puis au terme d'une exploration riche et suffisante, le danseur interchangera avec une autre partie du corps, le bassin par exemple. Il peut également n'utiliser qu'une seule zone du corps pour danser. La consigne pourrait être alors « Faites une diagonale de 3 x 8 temps au sol, mains dans les poches ». Le danseur a alors une série d'indications et de repères qui lui permettront d'explorer des zones de mouvement et des intentions nouvelles. Puis, on lui demandera de quitter au fur et à mesure ces indications et de ne garder que la sensation éprouvée. Il franchira alors naturellement le passage entre l'improvisation et la performance. Ainsi, lorsqu'il montrera aux autres sa phrase chorégraphique et si l'exercice est bien respecté, les élèves pourront observer les consignes de manière corporellement lisible, sans qu'elles aient été dictées au préalable. Cependant, il est vrai qu'un rapport de familiarité existe entre la performance et l'improvisation. Mais je constate aussi qu'elles peuvent exister l'une sans l'autre. On conclut alors que ces nouvelles manières d'appréhender le mouvement, l'espace, le public, l'œuvre en général, ont modifié la représentation scénique jusque-là héritée des canons propres à la danse. La représentation scénique a évolué pour satisfaire aux nouvelles orientations des chorégraphes,
et a induit de nouveaux rapports entre l'artiste et son public. En passant d'une danse en ligne à une danse en cercle, ou à un rapport de frontalité entre le public et le danseur. Ou encore, en jouant sur la différence de hauteur entre la scène et le public ou à l'inverse une égalité de palier, performance en milieu urbain. Parfois c'est la distance physique qui sépare le danseur du public, ou à l'inverse la proximité qui les unit. Mais tous ces moments dansés demeurent et existent à un moment T, ainsi que dans nos mémoires. J'ai souvent assisté à des représentations scéniques, à des performances, à des happenings et le constat est sans appel. Il ne me reste aujourd'hui que le sentiment, l'émotion éprouvée lors de la représentation. Les images sont floutées dans le désordre, sans fil conducteur. Parfois il n'y a même plus d'images. Je me suis donc questionné sur cette qualité que possèdent les technologies numériques, pour combler mon souvenir divisé entre la perte de l'image et la sensation retrouvée. Comment pouvait-elle capturer et retranscrire fidèlement ce que j'avais vu lors d'une représentation? Mais surtout, comment pouvait-elle retransmettre mon vécu, mon ressenti de spectatrice? 1.2 Le numérique, technique de conservation d'une œuvre. Toute création artistique est confrontée une fois créée, à la question de sa pérennité, de sa conservation et de sa restauration. On filme la musique, on l'enregistre, on capture aussi photographiquement pour garder une trace des œuvres, des artistes. Nous avons tous en tête une photo d'une œuvre, qu'elle soit amatrice ou professionnelle. Ces centaines de photos prises, capturées par vous et moi et qui font que l'œuvre existe et perdure dans les mémoires individuelles et collectives. Par exemple Spiral Jetty de l'artiste Robert Smithson, cette œuvre phare du land art sera sans doute amenée un jour à disparaître. La trace de l'œuvre devient dès l'apparition d'une nouvelle technique de reproduction, une archive universelle où tous, nous sommes nos propres archivistes, où nos maisons deviennent des musées à part entière, envahies par les reproductions qu'elles soient filmiques, photographiques, musicales. Il n'est pas rare aujourd'hui de constater des appels à témoins pour reconstituer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.